Il y a 60 ans, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, voyait le jour. La nuit du 25 au 26 mai 1963 à Addis Abeba, 32 chefs d'État africains et du gouvernement parviennent à trouver un consensus d'ordre idéologique et panafricaniste. Il s'agit d'une Afrique unie autour d'une même vision, matérialisée dans la charte de l'unité africaine. 60 ans après, les clauses contenues dans la charte ne semblent pas s'appliquer dans les faits qui brillent par une division. La réalité de l'unité africaine est plombée dès le départ. Parce qu'il faut se dire, dès la base, on a deux tendances qui s'affrontent. On a ce qu'on appelait le groupe de Monrovia et ce qu'on appelait le groupe de Casablanca. Et à la fin, on s'est rendu compte de ce que c'est le groupe, n'est-ce pas, qui prônait une unité ou une union, non pas immédiate, mais par étape, qui a eu gain de cause. Et cela a débouché sur ce que moi je préfère appeler ici une organisation pour l'unité africaine et non une organisation de l'unité africaine. Je corrige, nous avons une organisation de l'unité africaine et non une organisation pour l'unité africaine. Alors la différence ici c'est quoi? C'est que si au départ on avait eu une organisation pour l'unité africaine, celle-ci allait justement travailler, parce qu'il va de soi que son cahier de charge aurait été justement de nous conduire vers ce que les pères fondateurs ont appelé les États-Unis d'Afrique. Mais par contre, ce que nous avons eu était plutôt une organisation qui allait plutôt mettre un accent sur le caractère administratif, sur le caractère idéologique, sans emprise sur la réalité sur le terrain. Et nous pouvons aujourd'hui, 60 ans après, constater justement l'échec de cette démarche-là, qui finalement a consacré une sorte de balkanisation dans l'absolu, n'est-ce pas, du continent africain. Et c'est pour ça que nous pouvons observer que l'on est parti d'une trentaine d'États à ce que nous pouvons avoir aujourd'hui 54 pays africains. Et à côté de cela, il faut ajouter le contexte, parce qu'il faut déjà se le dire. Ce n'était pas évident pour les pères fondateurs, n'est-ce pas, de l'OUA. Parce que l'OUA est une organisation qui naît justement au cœur même de ce que l'on a appelé la guerre froide, notamment cette confrontation Est-Ouest qui ne donnait pas la possibilité aux Africains d'avoir des coudées franches, n'est-ce pas, du point de vue de leur déploiement sur la scène internationale. Promotion de la démocratie, des droits humains et du développement de l'Afrique, l'Union africaine n'atteint pas ses objectifs de départ au regard des conflits sans cesse croissants sur le continent, mais également d'une mésentente entre les premiers leaders de l'OUA. À côté de cela, il s'est posé un problème de démarche ou tout au moins de méthodologie. Parce que la plupart des leaders africains ne s'entendaient pas sur la méthodologie, tant déjà du point de vue interne que du point de vue de l'ensemble du continent africain. Et c'est pour ça qu'on va observer justement dans un certain nombre de pays, dès le début de la décennie 70, un certain nombre de coups d'État. Et cette réalité fait que on a à la tête des États africains, 60 ans après, des leaders qui ont chacun son agenda, chacun son idée de l'unité de l'Afrique, n'est-ce pas, ou de l'Union africaine au sens clair du terme. En 2016, lors du Conseil de paix de Lusaka en Zambie, les dirigeants se sont résolument engagés de faire taire les conflits politiques en Afrique. Seulement 7 ans après, plus de 80% d'armes légères sont détenues par les civils selon Small Arms Survey. Il y a lieu de rentrer dans les fondamentaux et de revoir les motivations de ces pères fondateurs. Les motivations sont celles qui correspondaient justement au contexte de l'époque. À savoir que au lendemain, n'est-ce pas, ou tout au moins la veille de la décennie 60, on a à la tête du continent un certain nombre de chefs d'État qui ont une certaine vision. Je prends le cas de Kwame Nkrumah, je prends le cas de Sékou Touré, je prends le cas d'Haïlé Sélassié, etc., qui avaient une certaine vision, n'est-ce pas, de ce que l'Afrique devait se déployer sur la scène internationale de manière unie, de manière en rang serré, pour disposer d'assez de moyens, n'est-ce pas, pour affronter l'adversité du monde international de l'époque. Malheureusement, il n'y a que la trajectoire coloniale des uns et des autres, ou tout au moins de chacun de ces États, n'a pas permis la réalisation d'un tel rêve. Et on va dire justement que
l'OUA a souffert du contexte de sa création. L'OUA a souffert des influences, n'est-ce pas, des influences que subissaient les leaders placés à la tête des différents États africains. Parce que ne l'oublions pas, la trajectoire ou en termes de décolonisation, n'est-ce pas, est à la limite singulière. La trajectoire de chaque État est singulière et de ce point de vue, il était difficile d'avoir justement un certain consensus dans l'absolu. On pouvait l'avoir sur la forme, mais dans l'absolu, ce n'était pas toujours le cas au regard de la trajectoire de chacun des leaders, n'est-ce pas, à la tête des différents États africains. Et c'est ça qui a, dès le départ, plombé le vœu, ou tout au moins le rêve des États-Unis d'Afrique, nourri par les pères fondateurs de ce qui peut être considéré comme une organisation essentiellement africaine. En 60 ans, le continent passe de 32 à 54 pays, des résolutions non appliquées au Soudan aujourd'hui divisé, de l'Éthiopie au Mali en passant par la Libye. L'Union africaine manque de trancher les litiges au profit de l'Occident. Démarche qui semble infertile, mais le discernement doit être convoqué. Il faut faire la part des choses, parce que je parlais tout à l'heure du contexte de création de l'OUA. Et il faut se dire qu'entre autres missions que l'OUA s'est donnée à sa création, il y a quand même une mission qui a été accomplie, j'ai envie de dire avec succès, même si on peut trouver à redire à ce niveau, notamment la fin de l'apartheid et la fin de la colonisation ou du colonialisme, on va le dire. Mais sauf que pour ce dernier cas, notamment le colonialisme, n'est-ce pas, ou de la colonisation, il y a quand même des choses à redire parce qu'il faut bien se demander si les États africains sont effectivement libres ou totalement libres aujourd'hui. Mais revenons maintenant au niveau de la balkanisation du continent pour comprendre que si les guerres qui essaiment le continent sont pour la plupart la cause de cette balkanisation, il faut se dire que de mon point de vue, et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il faut se dire que c'est la gouvernance, n'est-ce pas, des leaders africains à la tête de ces différents États qui a été défaillante. Et c'est cette gouvernance défaillante qui a conduit à ces conflits, même s'ils sont accusés de l'extérieur. Et je dirais même justement que c'est de bonne guerre au regard, n'est-ce pas, de ce que sont même les relations internationales. Mais le premier à pointer du doigt ici, c'est la gouvernance, n'est-ce pas, des leaders africains qui ont beaucoup plus travaillé à faire des mécontents à l'intérieur de leurs États plutôt qu'à diminuer les souffrances, à diminuer les frustrations et autres. Et c'est cette gouvernance défaillante qui, de mon point de vue, alimente, nourrit toutes ces guerres et font que les uns et les autres pensent qu'ils ne peuvent plus composer avec l'État central et qu'il serait temps pour eux justement de créer leur propre État afin de jouir justement des ressources dont ils n'en bénéficient pas du fait de la gouvernance qui est pointée du doigt et qui serait justement au service d'un clan ou de l'ethnie ou de la tribu du dirigeant. Le développement des micro-États s'oppose comme un frein à la construction de l'Union africaine. Devenu un espace d'appétit des égos des leaders, l'organisation s'éloigne de la vision panafricaniste de départ au profit des égoïsmes nationaux. Il ne manque pas de stratégie, mais il y a un élément qui surplombe tout ce que vous pourrez dire. Il y a les égoïsmes des uns et des autres. Parce qu'il faut se le dire, nous ne sommes pas suffisamment solidaires. L'Africain n'est pas suffisamment solidaire avec son frère, ou on va le dire ainsi. Et si ces leaders ont été assassinés, c'est parce qu'ils sont majoritaires à avoir pensé que le combat que ces leaders menaient, n'est-ce pas, ils n'avaient rien à voir avec ce combat. Ce combat n'était pas le leur. Or, il se trouve que si les Africains s'étaient appropriés le combat de l'union et de l'unité de l'Afrique, surtout celui du bien-être commun sur le continent africain, il me semble que ces leaders auraient eu suffisamment de masse critique, n'est-ce pas, pour les protéger ou tout au moins pour les mettre à l'abri des projets d'assassinat venus toujours de l'Occident. Et ce qui est de bonne guerre, bien évidemment, parce qu'en réalité, les États ne font pas de cadeaux sur la scène internationale. Les États sont en compétition, pour ne pas dire en guerre permanente. À côté de cette guerre permanente, s'ajoute la méconnaissance des véritables bâtisseurs dans la démarche de construction de l'unité africaine. C'est le cas de Boubacar Diallo Telli,
dont l'ambition était ralentie par certains de ses compères et récupérée pour des satisfactions personnelles. Oui, il avait la motivation suffisante, mais sauf que elle n'était pas assez pour qu'il soit soutenu ou tout au moins porté à bout de bras par non seulement son pays, la Guinée, mais l'ensemble du continent. Et vous savez justement que ces déboires, celles qui ont conduit justement à sa mort, sont endogènes, notamment liées à la gouvernance dans son pays, parce que Sékou Touré, bien évidemment, comment il a géré Diallo Telli après son mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous voyez que Diallo Telli, lorsqu'il revient dans son pays, il est plutôt vu comme un adversaire, n'est-ce pas, qu'il faut abattre. Et de fil en aiguille, c'est comme ça justement qu'il va se retrouver dans un cachot duquel il n'en ressortira pas. Malheureusement également, le contexte politique dans ces différents pays africains, aussi bien tout au long de la décennie 60, de la décennie 70 et même 80, n'était pas propice justement à un certain nombre d'activités scientifiques et intellectuelles, à telle enseigne qu'ils sont nombreux comme ça qui finalement sont rentrés dans l'anonymat ou tout au moins qui sont totalement méconnus de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et cela pose de véritables problèmes parce que si vous n'avez pas la possibilité de regarder dans le miroir pour vous poser de bonnes questions, à savoir d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous avez trébuché et comment faire pour ne plus trébucher, il sera difficile d'envisager justement un avenir à la limite radieux. L'Afrique a ce problème, n'est-ce pas, de ne jamais prendre ou tout au moins de ne jamais accorder de la considération à ces valeureux fils, de ne jamais leur accorder la place, n'est-ce pas, qui leur revient, tout simplement du fait des égoïsmes ou tout au moins des challenges politiques totalement inutile, n'est-ce pas, lorsqu'on veut construire un continent fort et prospère. Donc, de mon point de vue, Diallo Telli a souffert de l'adversité du régime en place en Guinée lorsqu'il a quitté la tête de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est bien dommage, n'est-ce pas, des cas comme cela, on peut citer à l'appel, n'est-ce pas, dans plusieurs pays africains. Et comme je dis, c'est bien dommage pour l'Afrique. Même si l'avenir du panafricanisme est toujours d'actualité, il ne faut pas manquer de dire que les acteurs de l'unité africaine ou du panafricanisme nécessitent un accompagnement des dirigeants africains soucieux de l'intérêt de l'Afrique. Car à tous égards, l'Afrique doit s'unir.